Et c'est donc une information qui circule depuis plusieurs semaines maintenant, notamment sur la presse électronique. La justice espagnole compte rouvrir une enquête pour génocide contre Brahim Rali, le chef du Polisario. Ce dernier devait d'ailleurs assister en Espagne les 18 et 19 novembre dernier à une conférence, mais a dû annuler sa participation. Selon le média espagnol El Diario, le juge José de la Mata, chef de la Cour centrale de l'instruction, a demandé une récolte d'informations suite à une plainte contre le président de l'autoproclamé RASD. Cette plainte a été déposée en 2008 par les victimes et les membres de l'association sahraoui des droits de l'homme pour génocide, notamment pour assassinat, agression, détention illégale, terrorisme, torture et disparition. Elle concerne 25 membres du Polisario et 3 officiers de l'armée algérienne. Rali, qui occupait au moment du dépôt de la plainte le poste entre guillemets d'ambassadeur au sein de la représentation du Polisario à Madrid, avait dû quitter l'Espagne sans délai. Alors, Rachida Chachi, à votre avis, est-ce que cette enquête, elle pourrait aboutir de la justice espagnole ? S'il annule son déplacement en Espagne, elle ne pourrait pas aboutir. Elle pourrait être réouverte après, Oui. en l'occurrence, mais ce n'est pas le cas. Mais pour revenir à l'élection même de Rally, alors on peut le voir comme une erreur du Polisario, d'accord, de choisir une icône comme ça, mais l'erreur, elle était bien avant. C'est que Mohamed Abdelaziz, qui a été reconduit systématiquement malgré son âge avancé et sa maladie, il était atteint d'un cancer. Oui. Était une manière pour l'Algérie d'empêcher la montée de l'aile dure du Polisario qui prône un retour à la guerre et la fin du statu quo. Parce que le rallye, il est l'incarnation de cette volonté au sein des mercenaires du Polisario de rompre avec une situation qui est de plus en plus intenable du fait des problèmes macroéconomiques algériens, on en a déjà parlé, du fait des victoires diplomatiques du Maroc sur la scène africaine et européenne, extra-africaine. Et donc finalement, ils ont réussi à imposer Rally en tant que leader. Donc au niveau international, ça va très certainement se traduire par une perte de soutien, notamment au niveau des pays scandinaves, qui sont très à cheval sur ce genre de questions, notamment relatives aux droits de l'homme. Et donc là, ils nomment quelqu'un qui est ouvertement poursuivi pour crimes contre l'humanité, pour torture et pour séquestration. En Espagne, qui est un pays membre de l'Union européenne, et même au niveau de la communauté espagnole, je veux dire, la population espagnole serait moins susceptible de soutenir un mouvement dirigé par un personnage comme celui-là. Donc pour nous, en tant que Marocains, je le prends comme une bonne nouvelle. Après, la volonté de provoquer le Maroc au niveau des frontières et de ranimer un conflit armé larvé, c'est-à-dire qui est endormi, peut avoir des conséquences graves dans la région. Mais en même temps, on voit que la radicalisation du Polisario coïncide avec une soi-disant volonté algérienne de se rapprocher du Maroc. Donc c'est une forme de diplomatie typiquement américaine, c'est-à-dire d'un côté, on affiche une volonté de se rapprocher. La carotte et le bâton. Tout à fait. Et de l'autre, donc l'Algérie, elle joue une carte, peut-être qu'elle mise sur la radicalisation du Polisario comme étant une carte à jouer auprès du Maroc. Mais je pense que l'Algérie perd de plus en plus le contrôle sur le Polisario, que le Polisario, ça fait déjà des années qu'il se reconvertit dans le narcotrafic, et qu'une radicalisation supplémentaire avec la prise de pouvoir de Rally pourrait accélérer le processus de déliquescence du Polisario. Alors, Aziz Bousta, est-ce que, effectivement, vous êtes d'accord avec Rachida Chachi quand il dit que finalement l'Algérie est en train de perdre le contrôle sur le Polisario, et puis Brahim Rali qui doit effectivement répondre de ses crimes et qui, si tout se passe bien normalement, devrait se retrouver un jour devant une juridiction pénale et peut-être en prison. Est-ce que ça, ce serait le coup de grâce pour le Polisario et surtout pour son soutien à l'Algérie ? Ben oui, je pense que oui, tout à fait raison. L'Algérie est en train de perdre le contrôle sur le Polisario et d'abord elle commence à perdre le contrôle sur elle-même. Donc forcément, elle va perdre le contrôle sur le Polisario puisque en Algérie, les institutions ne marchent malheureusement plus pour nos voisins. Et donc au niveau du Polisario, Rachid Achachi a très bien expliqué la situation, comment Brahim Rali est arrivé à son poste actuel, alors qu'ils auraient pu trouver quelqu'un de plus consensuel. Ce qui nous ramène à notre discussion d'il y a quelques jours, enfin la semaine dernière je pense ou avant, quand on parlait de Abdelmalek Sellel qui tendait la main au Maroc en disant qu'on allait... Non, en fait il y a rien qui se passe de tout ça. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rachid, c'est que, enfin, oui, il a raison de dire ça sur le retour à la guerre, l'ennemi extérieur, etc. C'est quelque chose de classique d'aller chercher l'ennemi extérieur, mais enfin, de quelle guerre on parle et de quelle reprise de la guerre on parle, c'est pas possible. Les conditions ne sont pas réunies, ni politiquement,
parce que c'est pas possible de réengager un conflit armé avec le Maroc. Les Algériens ne pourraient pas laisser passer ça, quoique, ni militairement, c'est pas possible parce qu'il y a un mur, il y a une toute petite fenêtre au niveau de Guerguerat et on sait comment ça se passe. Au premier mouvement, l'ONU avait rappliqué. Et donc, ça ne peut pas être possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement quand Brahim Rali n'a pas été en Espagne pour cette affaire de poursuite? Qu'est-ce qu'il a fait pour allumer un contre-feu? Ils en ont fait deux, en fait. Il a été à Tifaliti, dans ce qu'ils appellent la zone libérée. Alors là, ce qu'ils appellent la zone libérée, c'est le côté est du mur de sécurité. Donc il y a une bourgade là-bas qui s'appelle Tifaliti. Il a été là-bas pour faire la tournée des popotes, voir ses troupes, les mobiliser. Bon, tout ça, c'est des gesticulations. Et le deuxième contre-feu qui a été fait, et ça c'est la très grosse erreur, c'est de penser à poursuivre le roi Juan Carlos pour obstruction à organisation de référendum et génocide aussi, je crois. Alors c'est là où l'opinion publique espagnole pourrait s'inverser parce que le roi en Espagne est ce qu'il est. Il a abdiqué. En plus, Juan Carlos avait eu un certain nombre de problèmes. Il avait abdiqué au profit de son fils. Et là, il risque de se retrouver poursuivi pour quelque chose d'énorme. On va quand même pas poursuivre Juan Carlos. Alors le Polisario lui reproche quoi en fait? Il lui reproche d'avoir négocié directement avec le Maroc la restitution du Sahara. Donc, les gens du Polisario et les Algériens disent que c'est un processus de décolonisation. Or, le processus de décolonisation avait été fait en 1975 quand il y a eu remise du Sahara au Maroc, c'est-à-dire restauration du Maroc dans une partie de ses frontières historiques, parce que c'était quand même plus grand que ça. Donc, première des choses qui pourrait inverser l'opinion espagnole. La deuxième chose qui pourrait inverser l'opinion, et ça malheureusement on n'y est pas encore, c'est la communication. C'est la communication que doit faire le Maroc. Le Maroc doit expliquer, doit partir, et pas seulement en Espagne, doit partir, puisque... Un peu plus loin que la communication, est-ce que le Maroc n'aurait pas dû lui aussi introduire une plainte contre Brahim Rali? Parce que finalement, il s'agit de victimes marocaines. Alors, Brahim Rali, je ne suis pas juge, mais Brahim Rali est très certainement un criminel de guerre, parce qu'il m'a été donné de rencontrer des militaires marocains qui avaient passé entre 20 et 25 ans dans les camps de Tindouf, dont par exemple le capitaine Ali Najab, et ce qu'il raconte, c'est absolument effrayant. À côté, la Gestapo, c'était des enfants de cœur. Ce qu'il leur faisait, il y a eu des morts par dizaines. Et donc, le Maroc peut faire ça, peut enclencher une procédure judiciaire, et la communication marocaine aussi, au niveau diplomatique, au niveau médiatique. Parce que on a l'impression finalement que le Maroc ne profite pas, qu'on n'enfonce pas assez le clou. C'est ça le problème. C'est comme pour l'affaire de Aménas, quand il avait été établi qu'il y a eu des contacts entre les militaires algériens et les terroristes, et AQMI, ça a été établi, il y avait des enregistrements, et le Maroc n'a pas été. Alors, c'est bien d'être ouled nas, mais bon, quand on est attaqué comme ça, il faut quand même réagir et aller expliquer à l'opinion publique internationale et aller faire du lobbying en leur disant que, voilà ce qui s'est passé et voilà nos témoins. 2, ce monsieur était ambassadeur ou représentant du Polisario à Madrid jusqu'en 2008, et quand il y a eu l'action en justice, il a quitté. 3, il est réclamé par la justice espagnole actuellement et il n'a pas été à Barcelone. On donne les faits et on laisse l'interlocuteur réfléchir par lui-même. Pourquoi ce monsieur ne part pas en Espagne? Donc il doit y avoir quelque chose, et à partir du moment qu'on arrive à établir que ce monsieur qui est chef autoproclamé d'une république autoproclamée, à ce moment-là, bon, je pense qu'on aurait un peu plus gain de cause dans notre affaire. Alors, Talal Shakir, est-ce que c'est pas déjà une victoire en soi, le fait que ce Brahim Rali ne puisse plus se déplacer comme avant? Oui. Qu'il soit interdit interdit de territoire, mais qu'il ne puisse pas se voyager en Espagne. Il est limité, bien sûr. Alors, il y a une mauvaise nouvelle. La première, c'est qu'on ait choisi Brahim Rali parce que c'est quand même quelqu'un de l'aile dure. Il a été ministre de la Défense, c'est un homme belliqueux qui a fait la guerre, qui ne voit que la guerre dans la solution de la question. Et puis, il y a d'autres bonnes nouvelles, évidemment. C'est que le fait qu'il soit, en tout cas, inculpé, d'abord, première chose par rapport à des crimes, violences et autres génocides qu'il aurait commis en 2008 et en 2013, fraîchement, abus
abus sexuels et viols et violences contre Khadijatou Mahmoud qui a porté plainte et avec témoignage. Donc là, ça passe à autre chose. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Maroc parce que ça entache complètement l'image de cette entité Polisario. C'est que finalement, les gens cléments qu'on veut présenter, qui demandent quelque part le retour de leur territoire, eh bien, ne sont pas si cléments que ça. Il y a des exactions, il y a des perturbations et il ne pourra pas représenter son entité fantoche. Donc là, c'est un point important. On imagine une arrestation, je pense à terme ça va se faire. Alors déjà, problème de succession, encore une fois, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu du mal pour trouver un successeur après le décès de Mohamed Abdelaziz, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'élite quand même aussi au niveau de cette entité qui prône un discours beaucoup plus clément, beaucoup moins belliqueux, et on assiste à la fin d'une génération d'hommes de guerre, j'allais dire. Donc déjà, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le Maroc parce que ça décrédibilise complètement cette entité qui n'est pas une entité si clémente que ça et qu'elle commet des exactions très graves. Et je pense que si on va plus loin et on enquête plus loin, on retrouvera des mains aussi à Tindouf par rapport aux séquestrations, par rapport aux abus, par rapport aux conditions des droits humains. Mais comment le Maroc peut profiter de cette situation ? Je pense que je crois qu'on ne fait pas suffisamment de pression. Vous savez, c'est comme dans le sport, hein, quand vous perdez la balle, eh bien on presse tout simplement. Il faut presser sur un plan diplomatique, sur un plan de communication. Et on le disait quand on parlait, souvenez, quand on avait débattu de l'erreur diplomatique de Ban Ki-moon, on avait dit qu'il fallait de la pression diplomatique, et cette pression diplomatique n'est pas uniquement réservée aux diplomates. Chaque Marocain peut écrire, peut en tout cas déclarer, peut dire, on peut faire une pression culturelle, on peut représenter des choses. Et je pense que il faut qu'on le fasse, il faut qu'on soit tous quelque part des diplomates de notre cause. C'est important pour que effectivement le monde comprenne. Je crois que beaucoup de personnes confondent et ont l'impression que il y a véritablement une situation d'exaction d'un côté ou d'un autre. Non, c'est pas vrai. Il faut venir voir, il faut comprendre l'histoire, et il faut que nous fassions une vraie communication, une communication qui explique les choses, une communication qui dénonce, parce que je pense que je crois que hormis le débat de ce matin, très peu de médias, il me semble, au Maroc ne vont traiter cette question en parlant de Brahim Rali avec ses viols, ses agressions sexuelles, ses abus, ses crimes de guerre, etc. Il a fallu que l'Espagne le dise. Non, c'est à nous de le faire, c'est à nous de fouiller, de fouiner. Nous devons être une presse d'investigation. Sans parler des détournements de l'aide fonds, humanitaire. Bien sûr, justement, je crois que c'est important. Et il me semble qu'il y a une année ou deux, Sa Majesté avait prononcé un discours où justement il avait donné quelques lignes de conduite quelque part en disant ce sont des personnes qui ont détourné de l'argent, il faut qu'on continue à creuser. La presse doit faire son travail, doit investiguer, on doit dénoncer. Nous sommes une forme de contre-pouvoir qui est important. Il faut l'utiliser. Donc aujourd'hui, la pseudo-entité RASD aujourd'hui est à mal parce que justement, on a une situation très grave de leur représentant qui doit répondre à la justice, qui ne correspond pas du tout à l'image qu'ils veulent donner. Il faut le dire, insister dessus et rappeler effectivement qu'ils n'ont pas droit à y être et que tout simplement, eh bien, il y a aujourd'hui une situation urgente à régler pour retrouver l'équilibre de cette zone, parce qu'effectivement, si on suit la logique de ce monsieur qui est très belliqueux et qui est un homme de guerre, eh bien, la région n'en a pas besoin. Il y a pas mal d'ingrédients comme AQMI, comme Boko Haram qui souhaiteraient bien, en tout cas, se rallier à la cause. Le plus grave, et je conclue là-dessus, c'est que si jamais il ne retrouve plus, il ne trouvait pas de soutien, eh bien, le Front Polisario pourrait éventuellement tendre la main à des groupuscules qui seraient peut-être susceptibles de l'appuyer en circonstance. Puisque pendant ce temps-là, le blackout continue sur les camps de Tindouf. Mélanie Freix. Oui, alors du coup, moi puisque tout a été dit sur cette question précisément, moi je vais rebondir un petit peu sur le sommet afro-arabe qui a été boycotté par le Maroc il y a peu de temps, puisque le drapeau de la RASD pour la 4e édition, qui se passait en Afrique pour la première fois, je crois, s'est retrouvé flotter sur cette édition, alors que la RASD jusqu'à présent n'avait pas été admise aux 3 précédents sommets. Donc ça a provoqué évidemment un mouvement de rejet et le retrait du Maroc, mais pas seulement du Maroc, d'une bonne part des pays du Golfe aussi qui l'ont suivi sur ce coup, à part le Koweït, je crois. Donc du coup, le sommet, il a eu beau se tenir, il n'a pas du coup tout à fait les mêmes effets puisqu'il n'y a plus l'argent, techniquement. Donc c'est plutôt intéressant parce que vous savez bien sûr tous, vous avez tous suivi que le Maroc était en cours de réintégration de l'Union africaine. Donc là, on est en train de voir une offensive des opposants au Maroc en Afrique
sur ce sommet afro-arabe, qui se sont manifestés en permettant à la RAS de devenir et en permettant que ce sommet ait lieu quand même, alors même qu'il perdait quelque part de son utilité, puisqu'effectivement, si les pays du Golfe ne sont pas là et qu'il n'y a plus le pognon, il n'y a plus de partenariat bilatéral intéressant. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien, si vous voulez, qu'on est on est au moment où tout le monde fait un peu feu de tout bois, où on est vraiment sur un peu la bataille finale, quelque part. Parce que en effet, si le Maroc réintègre l'Union africaine, c'est une chose. Pour autant, le Maroc ne perd pas de vue son objectif, qui est effectivement l'intégrité de son territoire et qui est le fait que ce soit incontestable. Or, on se posait la question de savoir si le Maroc revenait à l'Union africaine, ce qu'il en serait par rapport à la reconnaissance de la pseudo-RASD, et comment on le vivrait. Dans le cadre de l'Union africaine, on le vivra comme on a à le vivre, c'est-à-dire en étant là, en s'imposant jusqu'à ce que, effectivement, diplomatiquement, on ait supplanté nos rivaux. Mais hors de ce cadre-là, faire en sorte d'emmener avec soi 8 pays du Moyen-Orient quand on quitte un sommet parce qu'il y a la RASD, c'est plutôt pas mal. Ça démontre une certaine puissance, c'était relativement intéressant. Donc on est vraiment dans un affrontement qui est assez dur et dans lequel finalement des Brahim Rally qui ne vont pas en Espagne, l'Espagne qui est quand même profondément favorable et à la base. Sitôt, ouais. Mais l'Espagne dont l'opinion publique est relativement favorable à la base au Polisario. C'est plutôt des bonnes nouvelles, puisque effectivement ça les positionne en termes de communication difficilement. Et on voit bien qu'on est dans les derniers mois, dans les derniers temps d'une campagne très très dure. C'est-à-dire que là vraiment tout le monde durcit ses positions. Et le Maroc est plutôt pas mal placé. Mais ça fait déjà longtemps que je le dis. Oui, ça fait un moment que effectivement vous parlez de la fin du Polisario. Et on attend toujours Talal Shakir. Oui, exactement. Mais alors en même temps, ça prend pas 5 minutes, faut pas exagérer. C'est d'autant plus dur comme coup. Pourquoi ? Parce que la plupart des responsables de la pseudo-RASD sont itinérants. Ils bougent beaucoup, ils ont une diplomatie qui est extrêmement mobile. Alors s'il peut pas bouger, donc c'est finalement la fin aussi de sa présidence. Donc il sera peut-être changé ou peut-être, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, ils ne peuvent pas vivre, ils ne sont pas effectivement posés dans un lieu où ils peuvent recevoir, ils doivent courir les capitales mondiales. Donc là, déjà, il pourra plus le faire si jamais il y a cette condamnation. Deuxième point, je reviens au sommet, effectivement, que le Maroc a quitté, effectivement, la conférence avec les pays arabes qui le soutiennent et qui ne reconnaît pas, bien entendu, la RASD. Le problème va se poser au niveau de l'Union africaine, parce que si on est intégré, la sortie de la RASD n'est pas prévue pour demain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rentre, puis on sort ? Et quelle sera notre attitude ? C'est assez problématique, il me semble, parce que si le Maroc a souhaité quitter, c'est-à-dire qu'il a appliqué la politique qu'il faisait auparavant, le siège, c'est-à-dire que s'il rentre au niveau de l'Union africaine, il va rentrer pour ressortir, puisque de toute façon, la RASD y est encore. Alors pas Aziz tout à fait. et ensuite Mélanie Freixili. Allez-y. Ouais, je vais y aller rapidement. Je vous laisse compléter parce que vous serez plus précis que moi, mais pas tout à fait pour 2 raisons. La première, c'est que ce 4e sommet qui se tient en Afrique, c'est la première fois que la RASD était censée y siéger. Jusqu'à présent, elle n'avait pas été admise à y siéger. Donc, on voit bien que c'est dans le cadre d'une attaque du Maroc et pour démontrer justement, d'ailleurs, toute la presse algérienne en fait les titres ces derniers jours, que le Maroc ne tiendrait pas à l'Union africaine et que l'Union africaine ne désavouera pas la RASD. Ça, c'est le premier point. Donc, les cas sont différents et en plus, c'était une bonne occasion de démontrer la force du Maroc et l'influence du Maroc dans ce sommet. Et le deuxième point, c'est parce que le Maroc a démontré une diplomatie qui est relativement pragmatique. On va rentrer à l'Union africaine et ensuite en virer la RASD. Ça va se faire dans cet ordre-là, plutôt que le contraire. Mais en revanche, sur un sommet arabo-africain, il n'y aura pas la RASD puisqu'elle n'a pas eu lieu jusqu'à présent, ça n'aura pas lieu par la suite. La diplomatie marocaine est à la fois extrêmement dure, elle est très très brutale parfois, et en même temps elle est pragmatique sur ce coup. Donc je ne crois pas vraiment que ça va poser problème. Est-ce que vous êtes d'accord, Aziz Boustal, que l'Algérie va aussi perdre l'échiquier africain ? Elle est en train de le perdre. Je n'ai pas à être d'accord ou pas, il y a des faits qu'on voit. Elle est en train de le perdre, elle est en train de s'activer dans tous les sens, d'une manière plutôt désordonnée, parce que tout ce qui a été fait pour le sommet de Malabo, là, le sommet
Afrique, monde arabe, Oui, en Afrique, Guinée équatoriale. en Oui. Guinée équatoriale a été fait. Et puis finalement, ils envoient comment on appelle ça, un sous-ministre. Hein, et ils n'envoient personne, ils n'envoient pas cela, ils n'envoient. Alors, pour revenir sur ce que disait Mélanie, au lieu de pragmatique, j'utiliserai le terme légaliste. Le Maroc. Et contre Talal aussi, contre l'avis de Talal, c'est que pour l'Union africaine, le Maroc a changé de doctrine diplomatique. Le Maroc entrera à l'Union africaine et siégera avec la RAST qu'il s'emploiera à évacuer par la suite. Il faudra passer par la procédure de changement de la charte de l'Union africaine, mais le Maroc est légaliste. Il dit, bon, je rentre dans une instance internationale où il y a un certain nombre de membres, il y en a un qui ne m'arrange pas, il y en a un qui n'est pas légal, donc je vais œuvrer diplomatiquement, juridiquement, avec les moyens et les outils légaux pour le dégager de là. Pour le sommet monde arabe Afrique, pourquoi le Maroc a réagi comme ça? Parce que il considère que la RAS ne fait pas partie de la Ligue arabe, ne fait pas partie de l'ONU, et donc l'Union africaine n'a pas à l'inviter à ce sommet, et il se fonde sur les précédents, forcément une sorte de jurisprudence, si on veut, diplomatique internationale, où sur les trois précédents sommets, il n'y avait pas la RAS. Donc c'est tout à fait normal qu'ils réagissent comme ça. Pour l'Union africaine, ça ne pose pas de problème, on rentre et de l'intérieur on fait bouger les choses. Maintenant, pour en revenir à cette affaire de Brahim Rali qui nous occupe aujourd'hui, la communication, oui, mais il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que la société algérienne tangue actuellement, et la société algérienne se pose des questions. Et c'est aussi vers la société algérienne qu'il faut commencer à agir au niveau de la communication. Je me rappelle très très rapidement l'année dernière, après les élections de 2015, c'était assez comique comme truc. Les Algériens avaient couvert. Alors ils s'intéressent énormément à ce qu'on fait dans les médias, et ils attaquent. Alors ils avaient couvert les élections de 2015. Ils avaient amené quelqu'un du FLN qui était donc chargé de dire tout le mal qu'il pensait du Maroc. Et le gars, c'était ancien ministre. Le gars s'est lancé dans un panégyrique du Maroc. Voilà comment ça se passe les élections. Et voilà, le type était en train d'essayer de le faire taire. Il voulait pas se taire. Et les Algériens avaient écouté cette émission d'après leurs propres médias. Donc c'est sur ça qu'il faut. Nous avons les outils médiatiques qu'il faut. Nous avons les outils sociaux qu'il faut. Il y a des relations entre les deux pays. C'est sur ça qu'il faut travailler et leur dire, écoutez, votre gouvernement est en train de soutenir un criminel de guerre. Voilà les preuves. Et donc créer